Ma question, c'est... vous avez donné des chiffres. À mon avis, c'est très dangereux. Ça me fait peur. Mais ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que vous allez faire pour diminuer ça ou mettre fin à ce problème de pollution? L'autre question, c'est le monsieur qui a présenté sur l'intervention sur le Téchihaf. Est-ce que l'eau qu'on consomme est saine? Pour les clubs, la dame qui a parlé sur les clubs verts et tout, à mon avis, on n'a pas besoin de créer des clubs verts pour éduquer, pour sensibiliser. À mon avis, ça commence à partir de la famille. C'est sensibiliser d'abord les enfants et ça ne demande pas beaucoup d'efforts, beaucoup de matériel pour sensibiliser, éduquer les enfants, tout le monde. Voilà, et merci. Merci, madame. Donc, on passe la parole d'abord à M. Borba pour répondre à la question. Sur les chiffres, apparemment, elle est inquiète, la dame. Oui, je suis d'accord avec elle. C'est inquiétant. Donc, quelles sont les mesures à faire pour réduire cette hécatombe? C'est un peu question large. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous voulez. Mais je vais y aller uniquement aux choses qui sont sérieuses. L'incinération des déchets. L'incinération des déchets, quelles sont les mesures prises? Déjà, on a pris un arrêté interdisant toute incinération de déchets. Malheureusement, le respect de cet arrêté reste à désirer au niveau des communes. Il y a des programmes de traitement des déchets ménagers. Malheureusement, on n'arrive pas à les mettre en place. Donc là, c'est des contraintes, des problématiques qu'on n'arrive plus à faire appliquer. Le reste, en dehors des déchets, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de danger pour ce qui est des carrières ou des sablières ou des briqueteries ou des chantiers. C'est local. C'est juste l'environnement immédiat. Il y a des mesures uniquement des mesures de préventives. Par exemple, si on n'a pas un bon accès, et le transport, il génère des poussières, on utilise l'arrosage. Hein. Si la pollution particulière générée provient du four, on a la possibilité de mettre en place un filtre. Mais par contre, quand il s'agit d'un chantier libre, ouvert, dans la nature, c'est difficile, c'est l'arrosage et ne pas utiliser, par exemple, pour ce qui est des carrières, ne pas utiliser des explosifs à outrance. Hein. Donc il y a des techniques d'exploitation pour éviter l'émanation de poussière. Voilà, merci. Donc la question autre, c'est adressée à Madame Chtouh. Donc si vous avez quelque chose à rajouter, Madame. Pour les clubs verts, c'est une stratégie préconisée déjà avant d'être préconisée par notre gouvernement là, c'était au niveau international, donc c'est des conventions internationales. Et comme vous avez vu dans le schéma, il y a plusieurs facteurs et plusieurs méthodes de sensibilisation. Donc, et l'éducation environnementale dans les établissements scolaires, l'objectif c'est préparer des générations futures pour la préservation.
Vous avez dit la maman, elle peut sensibiliser au foyer les enfants à condition si la maman déjà elle est sensibilisée. Parce que si elle n'était pas sensibilisée et informée, elle ne peut pas sensibiliser son enfant. Et merci. Monsieur Mansouri, apparemment la femme, elle est inquiète sur l'eau de consommation de Tijihaf. C'est à vous de répondre. Pas de souci, mais c'est pas à moi de répondre. Normalement, c'est L'hydraulique. non, beaucoup plus, c'est le ministère du Commerce. Alors, je vous explique. Concernant l'eau de consommation telle qu'elle a été dénommée déjà consommation, soyez sûr que c'est une eau qui a été contrôlée et répond à des exigences réglementaires et normatives. Alors, côté réglementaire, les textes ils sont très clairs. Parmi les textes, on a 36 paramètres à peu près, tout en commençant par les paramètres organoleptiques. Ok? Organoleptique, ça veut dire avant de commencer à quantifier les paramètres chimiques, il y a ce qu'on appelle les paramètres que la langue et l'œil peuvent voir déjà avant déjà de consommer. Oui, et c'est écrit bien clair et du côté exigence réglementaire, soit nationale, soit l'orientation de l'OMS concernant la qualité de l'eau. Si je vois que l'eau, elle a une odeur, donc certainement il y a une activité biologique ou chimique à l'intérieur qui fait que l'odeur est un révélateur d'interaction. S'il y a de la couleur, même chose. Donc cela veut dire la couleur me révèle qu'il y a une interaction à l'intérieur. Vous voyez? Et les deux paramètres, comme par hasard, ils sont inscrits clairement dans la réglementation algérienne. Et je pense que actuellement, le barrage de Tijihaf, il est consommable. Enfin, l'eau, c'est une eau consommable. Et bien sûr, il y a plusieurs étapes de contrôle je le sais. Mais sinon, il y a le ministère du Commerce et les ressources en eau. J'espère qu'ils sont là. Ils peuvent le confirmer. Je vous remercie, madame. Merci, monsieur Mansouri. Oui, s'il y a d'autres intervenants. Madame Khalfoun. Bonjour tout le monde. Madame Khalfoun, représentante du Commissariat national du littoral. Ma question est adressée à monsieur Medeni. Tout à l'heure, lors de votre communication, vous avez parlé de, si ce n'est pas, vous avez autorisé indirectement l'extraction du sable souterrain. C'était sous-marin. Sous-marin, plutôt. C'est-à-dire, ma question, est-ce que vous ne trouvez pas que l'extraction aura un déséquilibre sédimentaire, premièrement? Deuxièmement, et l'extraction, est-ce que vous trouvez que ce n'est pas illicite? C'est une excellente question. Oui, d'autant plus que vous avez parlé déjà avant d'extraction du sable, or que c'est illicite, le pillage du sable. Merci, madame. Donc, la réponse de monsieur Madani. Je vous remercie. Donc, avant de passer à la question de madame, s'il vous plaît, vous pouvez projeter... voilà. Si vous permettez, je vais parler un petit peu de la pollution atmosphérique et ce que fait l'université de Béjaïa sur la pollution atmosphérique. Ce sont des travaux qui sont disponibles sur le net. J'ai fait une petite recherche maintenant sur Google Scholar et vous voyez, vous pouvez enlever s'il vous plaît, voilà, et vous voyez que l'université de Béjaïa, il y a à peu près, regardez il y a combien de travaux, cités ou nos propres travaux, on est à peu près à 1700 travaux, depuis 1983, hein, depuis qu'on domicilie les travaux au nom de l'université de Béjaïa. On a plus de 1700 travaux, il y a des travaux assez récents, 2009, 2006, 2011, donc qui tournent soit sur les travaux que fait M. Al-Qama, d'accord? C'est M. Al-Qama qui fait beaucoup cette notion-là des capteurs de pollution atmosphérique. Juste pour que vous sachiez, nous avons déposé un projet à la wilaya de Tarf. Je peux le donner, si vous permettez, Madame la Directrice, je vais vous remettre le même projet. C'est comment faire un réseau de capteurs pour la pollution atmosphérique. Juste pour que vous sachiez, vous savez combien que coûte un capteur pour la pollution atmosphérique? Il ne dépasse pas les 2 euros. Là, il ne dépasse pas les 2 euros. Le montage, avec évidemment tout ce qui est transmission, parce que ça se fait avec de la transmission,
Le montage pour une commune comme Béjaïa ne dépasse pas les 2 millions de dinars. Ça donne 1 million. C'est pas vraiment cher pour une commune comme Béjaïa. C'est-à-dire si on partage ça par rapport au nombre d'habitants, et en plus nous avons une rétrospective, c'est-à-dire nous avons la connaissance ancienne. C'est-à-dire depuis des années, l'université de Béjaïa a travaillé, elle a fait des mémoires, et elle a fait même des publications de rang A sur la pollution atmosphérique. Deuxième chose aussi, sur cette manière-là de pollution, nous avons déposé un dossier, c'était en quelle année? Le dossier là pour les 52 communes. Une petite histoire, j'espère, c'est des occasions comme ça, c'est pour les 2015, c'est pour les remettre, c'est-à-dire les remettre sur le tapis avec l'Israël. On s'est dit là, quelque chose de très simple, on veut connaître quelle est la pollution, pas la pollution, quel est le déchet urbain que nous avons. Parce que jusqu'à maintenant, tout le monde en parle, tout le monde fait des exposés, etc. Mais si je vais marquer là-bas déchets urbains, etc., si vous voulez qu'ils ne font que des études, n'ont pas présenté d'études, d'où vous ramenez le chiffre? Donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut faire une logistique pour ramener le chiffre? On a trouvé une solution très simple. Déjà, on a vite déduit que rares les gens connaissent le terme rudologie. La rudologie étant l'étude du déchet. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne va pas faire un master en rudologie? Mais on va le faire en master passerelle. Donc on a monté un dossier et on s'est dit, tiens, on peut faire une promotion de 52 masters, c'est-à-dire